Cette fois, il sera question du démon de la vitesse. Et je voulais même commencer cette histoire en disant que lorsque l'automobile est apparue, l'humanité s'est soudainement mise à se lancer dans des courses effrénées. Mais bien sûr, ce n'est pas vrai. L'humanité porte en elle, je crois, une sorte de gène de la compétition depuis, je ne sais pas depuis quand. De toute façon, même à Rome, ils faisaient déjà des courses de quadriges, sur des sortes de pistes ovales, on peut le dire ainsi, ce qui était sans doute une sorte d'ancêtre de la Formule 1 d'aujourd'hui. Ne vous imaginez pas que ces premiers véhicules roulaient lentement et que ce n'était que, des promenades de vieux messieurs dans la forêt ou des petits jeux sur la piste. Si l'on prend conscience que ces véhicules, je rappelle que le premier record de vitesse et le dépassement des 100 km à l'heure ont eu lieu encore au XIXe siècle. Certes, c'était en voiture et qui plus est électrique, mais tout de même, on roulait déjà à 100 km à l'heure au XIXe siècle et peu de temps après, les véhicules sportifs à moteur à combustion n'allaient guère moins vite. Au passage, cette vitesse de 100 km à l'heure, déjà à la charnière des 19e et 20e siècles, certains scientifiques, des journalistes, peut-être un peu scientifiques, affirmaient que 100 km à l'heure était une vitesse limite pour l'être humain, une vitesse à laquelle on mourrait. C'est-à-dire qu'on mourrait simplement du fait d'atteindre 100 km à l'heure. La vie a fini par prouver le contraire. Mais vous savez quoi? Cette limite des 100 km à l'heure reste toujours ancrée en nous. Et c'est aussi vrai que les réactions du corps humain, je ne sais pas, au freinage, à certaines manœuvres, au dépassement, etc., autour de cette centaine. Ce n'est pas pour rien que les panneaux de signalisation existent, avec des limitations, je ne sais pas, à 100 sur les autoroutes, à 120 ou 130, mais jusqu'à présent, depuis le début de l'automobile, on considère en fait ces 100 km comme une sorte de barrière, je dirais, humaine. À l'époque, on pensait que c'était celle du corps humain, et maintenant, il nous semble que c'est plutôt celle de la psyché humaine. Donc 100 km à l'heure, c'est déjà suffisamment rapide pour, se blesser gravement. Les premiers véhicules étaient en fait des locomobiles à vapeur qui représentaient une puissante menace, pour ainsi dire, pour le lobby des chevaux, c'est-à-dire pour les calèches, les diligences, enfin tout ce qui concernait le transport, probablement aussi fluvial. En fait, la machine à vapeur, oui, n'exigeait pas, pour ainsi dire, d'être nettoyée, lavée elle avait bien besoin d'eau, mais aussi d'être alimentée en charbon ou en bois. En revanche, elle était capable de fonctionner en continu, 24 heures sur 24. De plus, il semblait que le potentiel de ces machines était bien supérieur à celui du transport hippomobile. Et ce lobby, anti-motorisation, a pour la première fois eu l'idée de lutter contre la concurrence dès l'année 1865, si je me souviens bien, lorsque la Grande-Bretagne a introduit ce qu'on appelait l'acte du drapeau rouge. Cela consistait à limiter la vitesse. À cette époque, il n'y avait pas encore de voitures, il y avait alors des véhicules à vapeur, une sorte d'autobus qui circulait entre les villes, etc. Et ils étaient déjà capables de rouler assez vite et, de manière sûre. En conséquence, en 1865, dans le souci de protéger la santé et la vie de tous les usagers de la route, une loi a été introduite au Royaume-Uni, la loi du drapeau vert, du drapeau rouge, qui limitait la vitesse des véhicules motorisés à combien? À 5 km à l'heure. Et cette limitation, non, il n'y avait évidemment ni radar ni police à l'époque, consistait en ce qu'un piéton devait marcher devant chaque véhicule avec un drapeau rouge, l'agiter et avertir tous ceux qui se trouvaient sur les côtés de la route que cette locomobile arrivait. Tandis que les véhicules hippomobiles pouvaient circuler sur ces routes autant qu'ils le voulaient, ils étaient donc plus rapides et en réalité, il s'agissait surtout d'éliminer la concurrence. Cependant, on ne peut tout simplement pas arrêter le progrès aussi facilement. Ah, et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'encore plus tôt, on avait déjà instauré, je dirais, une interdiction similaire, mais cette fois pour les locomotives circulant sur des rails, c'est-à-dire pour les trains. Et en 1855, la vitesse des trains au Royaume-Uni était limitée à 16 km par heure. 16, car cela résultait d'une conversion depuis le 1000. Peu importe. C'est-à-dire, tout simplement, c'était absurde.
Elle pouvait déjà rouler à 50, 60, 70, voire peut-être même 100 km par heure. Mais elle ne le faisait pas parce que telle était la loi au Royaume-Uni. Cette loi a fait que le développement de l'automobile a effectivement été stoppé dans ce pays pendant un certain temps, même s'ils étaient technologiquement, en quelque sorte, les leaders mondiaux et savaient construire des véhicules fantastiques. Tout simplement, pour des raisons juridiques, ils ne pouvaient pas, pour ainsi dire, en profiter. Et puisqu'ils ne pouvaient pas en profiter, en réalité, ils ne les construisaient pas. Et on peut donc dire que c'est la France qui est devenue le véritable berceau de l'automobile. Un peu l'Allemagne aussi, car là-bas ils pouvaient se faire ce qu'ils voulaient, alors qu'au Royaume-Uni ce n'était pas possible. Cependant, cette loi a été abrogée en 1896. Néanmoins, pendant ces 40 ou presque 50 années, cela a freiné très efficacement le développement de l'automobile et même tout ce qui était lié au transport à roues ou même sur rail. Par conséquent, les premières compétitions ou courses, ou peu importe comment on les appelle, il est difficile de dire s'il s'agissait de rallye ou de course. Il s'agissait d'arriver le premier à la ligne d'arrivée, sachant que le simple fait d'atteindre l'arrivée était déjà un grand succès, car ces véhicules tombaient souvent en panne et ne voulaient pas vraiment fonctionner. La toute première course officielle, c'était une course automobile et motocycliste, car il y avait, il me semble, une quarantaine de véhicules au départ, dont 3 motos. D'ailleurs, aucun d'entre eux n'a atteint la ligne d'arrivée. Parmi ces motos, il y avait bien sûr plus d'une centaine de prototypes inscrits, mais en réalité seulement 21 ont été autorisés à prendre le départ. La première de ces courses a eu lieu en 1894 sur le parcours Paris-Rouen, et c'était déjà une distance vraiment considérable, car il s'agissait de 126 km. 126 km. Des véhicules électriques étaient également au départ. Mais aucun d'eux, justement, n'est arrivé à destination. Des voitures à vapeur et à combustion interne prenaient également le départ. La victoire est revenue. En fait, ce sont les véhicules à vapeur qui se sont retrouvés en tête, car ils roulaient tout simplement sans problème, ne tombaient pas en panne, avec un couple moteur puissant, même si les vitesses atteintes étaient faibles. Ainsi, ces locomobiles, disons une sorte de locomobile, ont dominé la concurrence, mais il faut dire que c'était vraiment le chant du cygne pour les véhicules routiers à vapeur. Soit dit en passant, la vitesse moyenne sur ce parcours, c'est-à-dire sur ces 126 km, était de 17 km à l'heure, ce qui, en principe, n'était atteignable ni pour un marcheur, ni pour des chevaux. C'est à ce moment-là qu'il est devenu évident que la motorisation devait tout simplement arriver et que, pour ainsi dire, la mécanique devait remplacer les chevaux. Je parlerai aussi de cela dans les prochains épisodes, mais comme il s'est avéré, de nombreux pays, y compris la Pologne, n'y croyaient pas vraiment. Cela même encore, je crois, au début des années 30. Néanmoins, c'est ainsi que cela s'est véritablement passé. Ces véhicules, qui prenaient alors le départ, disposaient d'une puissance motrice de l'ordre de 3 à 5 chevaux vapeur, ce qui était considérable pour l'époque. Cependant, vous savez bien que ce n'est pas la puissance, pour ainsi dire, qui est l'élément fondamental influençant la vitesse du véhicule ou sa force de traction, mais bien le couple moteur. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez une Honda, disons une Honda CBR de 120 chevaux, peu importe laquelle. D'après vous, est-ce qu'avec une telle Honda, on peut tirer une caravane jusqu'au Balaton? Eh bien non, alors qu'avec une petite Fiat de 24 chevaux, c'est possible. Et cela vient justement d'autres courbes, d'autres caractéristiques de la courbe de couple, d'un autre embrayage, etc. Ce n'est donc pas la puissance, mais plutôt le couple qui joue ici. Après l'abolition de cet édit du drapeau rouge au Royaume-Uni, il y a eu, pour ainsi dire, une vague soudaine de développement de l'automobile. Les gens ont commencé à faire la course, à foncer sur leurs divers véhicules, parfois étranges. Le nombre d'accidents mortels sur les routes britanniques a alors augmenté de façon exponentielle. En conséquence, en 1904, la vitesse maximale des véhicules a été limitée à 20 miles par heure, soit en pratique environ 30 km à l'heure. Pour, disons, une circulation routière ordinaire, on peut considérer que ces 30 km à l'heure leur conviennent. Après tout, il semble qu'aujourd'hui, nous revenions à des règlements similaires. Dans certaines villes, on roule parfois à 30, parfois à 40 et 50, c'est déjà carrément extravagant.
Néanmoins, qu'en est-il du développement du sport automobile ? Les sportifs britanniques qui voulaient rouler beaucoup plus vite, faire la course, s'amuser, etc., se sont tout simplement vexés et ont quitté la Grande-Bretagne avec leur course, mais pas tout à fait la Grande-Bretagne. Ils se sont installés sur l'île de Man, qui, soit dit en passant, fait partie, pour ainsi dire, du Royaume-Uni, mais dispose de son propre parlement. Là-bas, il y a un gouverneur qui exerce le pouvoir au nom de la reine, mais c'est le Parlement qui établit la législation, c'est le Parlement qui légifère, et sur l'île de Man, il n'y avait aucune limitation de vitesse. Il me semble qu'il n'y en a toujours pas à ce jour. C'est-à-dire, bien sûr, s'il y a des panneaux de signalisation, alors il y a des limites, mais s'il n'y en a pas, cela signifie qu'on peut rouler aussi vite qu'on le souhaite, et la législation repose tout simplement, je dirais, sur le bon sens des gens. Roule aussi vite que tu en es capable. En conséquence, tous ces coureurs, je dois préciser ici qu'au début, aussi bien les automobilistes que les motocyclistes se sont déplacés sur l'île de Man, et la première sortie de ce genre, la première course automobile et motocycliste sur le parcours St. John's, Douglas, Castletown, a eu lieu en 1906. Et là-bas, ce sont justement des voitures et des motos qui s'affrontaient. En revanche, à partir de 1907 a commencé la légendaire Tourist Trophy qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui et où seules les motos y courent vraiment. Avec de petites interruptions, disons pendant la Seconde Guerre mondiale, et maintenant, le deuxième cas de ce genre, c'est le Covid. Ces courses, quoi qu'il arrive, ont toujours eu lieu et Dieu veuille qu'elles continuent encore longtemps. De plus, à une certaine époque, elles faisaient aussi partie des épreuves du championnat du monde de moto. Seuls les pilotes américains, probablement dotés de cojones un peu moins gros que les locaux, ont tout simplement protesté contre l'île de Man, disant que c'était trop dangereux, qu'il y avait trop de morts, que, tout simplement, il ne fallait pas y faire de course. L'organisation internationale a retiré à l'île de Man le statut d'épreuve du championnat du monde, ce qui n'a fait qu'accroître la popularité de ces courses et, tout simplement, ces courses Tourist Trophy sont devenues une sorte de mecque pour toutes sortes de fous et de cinglés qui, ne tiennent probablement pas vraiment compte de leur propre vie. Car il ne s'est jamais produit, dans l'histoire de ces courses, qu'il n'y ait pas eu de victimes mortelles, aussi bien parmi les pilotes que parmi les spectateurs. Tout simplement, là-bas, les vitesses sont énormes. Aujourd'hui, ces motos roulent là-bas à plus de 300 km à l'heure et tout cela se passe sur des routes locales, dans des petites villes, des villages, sur des virages de montagne et ainsi de suite. Ce n'est pas comme sur des circuits de course où les barrières sont améliorées et sont perfectionnées. Là-bas, on roule à l'état brut. En 1908, la vitesse moyenne atteignait 58 miles et demi à l'heure lors de ces courses sur l'île de Man. 58 à l'heure, comme je le dis, en roulant à travers des villages, des petites villes et des montagnes. 58 miles à l'heure, c'est une vitesse que personne n'est capable d'atteindre aujourd'hui sur la route Varsovie-Mrangovo, peu importe le véhicule, tout simplement. C'est justement à cause des embouteillages, de la circulation et ainsi de suite. Bien sûr, sur l'île de Man, ces routes sont fermées, c'est plus sûr. Mais rendez-vous compte que c'est 58, donc presque 60 miles à l'heure. C'est presque 100 km à l'heure avec des véhicules qui n'avaient pas vraiment de frein, pas vraiment de suspension, et il fallait vraiment avoir beaucoup de courage et de sacrés cojones pour participer à de telles courses. Bien sûr, en Amérique aussi, les gens faisaient des courses. Il semble que le circuit de Brookland ait été ouvert la même année que les premières courses sur l'île de Man. C'est une petite anecdote intéressante. En Pologne, nous avions déjà des courses de moto un peu plus tôt. Certes, la Pologne n'existait pas encore, mais il y avait un circuit sur les Dynasties appartenant à la Société des cyclistes de Varsovie. C'était une piste en terre, puis en bois, sur laquelle les premières compétitions de moto ont eu lieu, il me semble, en 1904. Mais j'en parlerai dans le prochain épisode, consacré justement à l'automobile polonaise, aux courses polonaises et aux motos polonaises.